Alors bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes de l'ITV. Pour une émission culturelle, l'ITV, l'I-Culture, nous recevons aujourd'hui une référence dans le monde des arts visuels en Afrique et à travers le monde, parce qu'il vient de la Barbade. Une référence surtout en Afrique, parce que l'Afrique a célébré Zulumbaye. Il s'agit de Zulumbaye, artiste praticien connu pour ses œuvres qui circulent à travers le monde. Ces œuvres sont logées dans des espaces de légitimation d'œuvres d'art à travers le monde, dans les espaces les plus prestigieux. Zulumbaye également, qui travaille au Sénégal entre Popenguine et Village des Arts. Zulu, qui a eu à diriger des associations d'artistes praticiens. Je me rappelle de l'Association nationale des artistes praticiens du Sénégal, ANAPS, dans les années 80, si mes souvenirs sont exacts. Voilà, 87, 89. Je me rappelle de Nyetigouy, vraiment d'exposition artistique internationale que j'ai créée aux Almadies en 94. Je me rappelle aussi de cette fameuse biennale rebelle, Amour interdit, en 96. Ce qui a fait naître les off d'ailleurs de la biennale. Voilà, ce qui a provoqué les programmes off de la biennale. Tout à fait. Voilà, et qui se déroule dans toutes les régions maintenant du Sénégal, même si la biennale de Dakar est à Dakar. Et Zulumbaye, bonjour, Ali. Bonjour Alassane. Voilà. C'est toujours un plaisir de te rencontrer parce que à chaque fois je me dis je vais voir un Cissé. Et comme je suis en bas et je n'ai pas de gros problèmes, on se soumet à mon bon vouloir. Absolument. Donc c'est vraiment un grand plaisir de venir te rencontrer pour cette émission Eldorado que j'ai eu l'honneur, le plaisir d'écouter et qui me plaît beaucoup. Voilà. Merci Zulumbaye. Et Zulumbaye, on va parler des arts. On va parler de votre domaine et surtout les arts explosent au Sénégal. Mais l'art aussi a une histoire au Sénégal. Voulez-vous revenir un peu sur l'histoire de l'art au Sénégal, quelques éléments de l'histoire de l'art au Sénégal? Eh bien, parler de l'art au Sénégal, c'est parler de son histoire. Oui. De son histoire qui a commencé bien avant moi, bien avant les artistes de ma génération, et qui a débuté même en dehors du Sénégal. Parce que celui qui a, comment dire, vraiment créé ce qu'on a appelé l'école de Dakar et qui a débuté des années 60 jusqu'à nos jours, qui s'appelle André Pierre Lotz, qui était à l'époque, dans les années 60, quand Senghor a ouvert l'école des beaux-arts de Dakar, avec Pape Ibratal, avec le professeur Iba Ndiaye. Ce Pierre Lotz venait de Potopoto. Potopoto est un quartier du Congo-Brazzaville. Et c'est quand, en 1958, d'après ce que Pierre Lotz m'a expliqué, Senghor, sentant les indépendances arriver et qu'il avait sûrement dans sa besace l'intention d'organiser le premier festival mondial des arts nègres, il lui fallait des plasticiens, il lui fallait des comédiens, il lui fallait des hommes de théâtre. Parce qu'au fait, ce sont ces tendances, ces disciplines plutôt, qui ont vraiment animé le premier festival mondial des arts nègres en 1966. Donc en 1958, Senghor va entamer un périple en Afrique de l'Ouest. Et ce périple va l'amener au Congo, où il découvrit un homme, un Français, qui était là, qui avait ouvert un atelier libre, qui regroupait des artistes, des gens qui rencontraient et qui voulaient faire de la peinture. Et donc il a ouvert cet atelier et l'a appelé l'école de Potopoto. Et donc c'est là où Senghor va le découvrir et va l'inviter à Dakar. L'ouverture de l'école des beaux-arts de Dakar. Parce que beaucoup ont cru que Pierre Lotz arrivé à Dakar était un compérant. Ça n'était pas le cas. Pierre Lotz était un invité du président Senghor. D'ailleurs, c'est à la fin de son séjour à Dakar que, parce que je suis témoin un peu de beaucoup d'histoires concernant les arts, Ibou Diouf alla voir le président Senghor
et lui dire, mais vous avez invité, parce que Senghor l'avait oublié, d'après ce qu'on m'a dit. Oui. Et Pierre Lotz vivait de ses propres moyens. Ibou Diouf lui dit, mais vous l'avez invité, mais vous l'avez laissé à lui. Il est là en train de faire le travail qu'il a à faire. Et c'est comme ça que Senghor demanda qu'on l'intègre au niveau de la coopération française. Et là, il est devenu coopérant. Et donc, Pierre Lotz arriva à Dakar en octobre 59, il m'a dit. Et l'école des Beaux-Arts allait voir le jour en 60. Et c'est comme ça que cette école des Beaux-Arts est née, avec les professeurs que je viens de citer, Iba Ndiaye, Pape Ibrotal et Lotz. Iba Ndiaye avait un enseignement académiste parce que sorti de grandes écoles occidentales. Et Pierre Lotz et Pape Ibrotal qui, eux, ont senti qu'il fallait créer autre chose, ne pas suivre cet académisme que Iba Ndiaye enseignait. Et aussi, c'est l'époque aussi où Senghor, on a, bien sûr que c'est bien avant, la négritude est bien avant, mais cette philosophie de la négritude va accompagner l'esprit artistique de Pierre Lotz, qui avait senti, il me disait que chez les Africains, je trouve une grande spontanéité. Ils s'inspirent de leur environnement culturel, des masques, de la statuette négro-africaine, et ça donnait un style. D'ailleurs, vous verrez que cette école de Dakar, ses caractéristiques fondamentales sont influencées par le masque nègre. Et donc, c'est ça qui donne une tendance parallèle à celle que dirigeait Iba Ndiaye et qui va s'appeler l'école de Dakar. Et c'est comme ça que Pierre Lotz, je reprends des choses que Pierre Lotz m'a expliquées, qu'il a fait un rapport au président Senghor pour lui demander de créer les manufactures des arts décoratifs de Thiès. Et là, donc, on le confia à Pape Ibrotal, qui en fut le premier directeur et qui envoya des gens comme Mamadou Wade, les Marfal, pour aller faire des stages au Gobelin, ou à Aubusson, pour être des cartonniers et faire marcher les manufactures. Un peu, c'est ça la genèse, un peu de comment sont nés un peu, en tout cas, les arts plastiques. Et on rappelle que les manufactures des arts décoratifs de Thiès ont été inaugurées non seulement par Léopold Sédar Senghor en décembre 1964, en présence du président Modibo Keïta. Possible. Et jusqu'à présent, ces manufactures d'art décoratifs sont devenues un des fleurons de l'industrie culturelle au Sénégal. Et à cette époque, même s'il y a des tendances, ça a permis l'éclosion des arts, parce que je sais qu'Ibou Diouf a gagné même l'affiche du Festival mondial des arts nègres. Tout à fait. Et plus tard, Mbaye Diop s'est illustré dans ses créations. Et ensuite, Iba Ndiaye, on l'a vu avec ses œuvres Tabaski, Pape Ibrotal avec effectivement ces tapisseries. Voilà, donc c'était une période d'un bouillonnement artistique. L'une des tapisseries orne la salle des banquets à la présidence, le jour et la nuit. Une des grandes tapisseries de Ibou Diouf. En fait, les manufactures, c'est un plaisir pour moi d'en parler, parce que je fais partie des peintres qui ont le plus été tissés par les manufactures. Parce que le président Senghor, chaque année, choisissait 10 maquettes qu'il proposait aux manufactures pour tissage. Et donc, c'était une sélection nationale. Et en 1976, sur les 10 maquettes que Senghor avait choisies, j'avais les 2. Donc, au lieu d'être 10 peintres, on était finalement 9, parce que j'avais raflé 2 maquettes. L'histoire se reproduit aussi en 1978, où j'ai eu encore 2 maquettes sur les 10. Parce que Senghor était vraiment très intéressé par mon travail artistique. D'ailleurs, je l'ai rencontré quand il avait arrêté d'être, comment dire, président de la République. Parce qu'Aline Fati, qui était directeur de la Fondation Senghor, m'a dit, il faut que tu rencontres le président parce qu'il aime beaucoup ce que tu fais. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Senghor pendant 1 heure, qui me parlait de mes œuvres, de cette influence que lui voyait de l'Égypte ancienne. Et ce qui est vrai, je pense que quand on va aborder Zoulou l'artiste, ça sera l'occasion de parler un peu
de ma peinture, de la philosophie picturale que je porte en moi, de ma perception artistique, de ma démarche artistique, tout simplement. Et on a constaté au Sénégal, il y a presque les premières générations, Pape Ibra Tall, Iba Ndiaye, Ibou Diouf, Mbaye Diop, et ensuite il y a la génération des Zoulou Mbaye, où il y a eu Serigne Mbaye Camara, certainement Vieux Diba, les Moussatine, Krembaye, voilà. Parmi tant d'autres. Et c'est cette génération qui va effectivement faire connaître l'art sénégalais à travers le monde. Et ce que je n'ai pas vu depuis Senghor, c'est que Senghor ouvrait son avion quand il voyageait aux artistes. Et par exemple, moi qui ai vécu une vingtaine d'années en Europe, à chaque fois que les gens regardaient mon CV, ils me disaient, mais vous avez commencé à peindre au berceau ou quoi? Et comment vous avez fait pour entrer dans certains musées? Parce qu'en Europe, encore à 55 ans, on est considéré comme jeune peintre. Et moi, déjà, à 25 ans, j'étais dans les musées les plus prestigieux de France ou d'Europe. Parce que tout simplement, Senghor voyageait toujours avec les œuvres des artistes, se faisait aussi accompagner par les artistes, pas tout simplement les plasticiens, les comédiens et tout autre. Donc, c'est ce qui a fait que l'art sénégalais a traversé multiples frontières et l'art sénégalais a été connu comme ça. Et depuis Senghor, on n'a pas vu d'autres hommes d'État, d'autres présidents du Sénégal faire la même chose. Mais c'est ce qui boostait véritablement l'art sénégalais et c'est ce qui a fait que, à très jeune, on a été dans les musées les plus prestigieux du monde. Ah voilà, donc votre génération a beaucoup bougé en termes de création. Je me rappelle LHC, parce que cette génération aussi a beaucoup boosté. Et avec le LHC, donc on a parlé de Mamadou Wade, il y a Seyni Kadiaga, Khalidou Kassé. Aussi, il y a eu les femmes, hein, Deidaro Diagne, Paix à son âme, Seynabou Sakho, Younou Sey, qu'on dit qu'elle est la première artiste plasticienne du Sénégal. Khadilette, voilà. Notre Khadilette, ouais. Absolument, absolument. En fait, c'est cette génération à laquelle j'appartiens véritablement qui a fait connaître l'art sénégalais à travers le monde. D'ailleurs, j'ai lu dans un article du Festival mondial des arts nègres dans lequel André Marlot, à l'époque ministre de la Culture français, disait à l'exposition du festival que dans cette salle, il y avait au moins 10 artistes de talent international. Et ça aussi, ça a encouragé le président Senghor, parce que André Marlot était une référence quand même. C'est un homme de culture, un homme d'art, et il ne parlait pas pour les beaux yeux du président Senghor, ni des artistes sénégalais. Et voilà une somme d'actions qui ont fait que cette génération à laquelle j'appartiens a véritablement, comment dire, tissé les lettres de créance de cette peinture sénégalaise qui aujourd'hui a fait le tour du monde et que les gens apprécient. Et donc, en 1966, nous saluons au passage Mme Nicole Frossard. Bonjour Nicole. Promotrice culturelle, entrepreneur culturel, qui s'active beaucoup dans le secteur des arts et de la culture. Et 1966 a été un tournant décisif pour le rayonnement culturel du Sénégal. Tout à fait, parce que c'était le premier festival mondial des arts nègres. C'est ce festival qui a regroupé les sommités les plus importantes du monde noir. Qu'ils soient musiciens, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient comédiens, musiciens. Il ne faut pas oublier en passant aussi que Senghor, dans les années 70, parce que aujourd'hui, ce qui est devenu la Cour de cassation était devenu le musée dynamique. Qui a été offert au Sénégal par la coopération française. C'est pour ça que quand le Sénégal, sous Abdou Diouf, a, comment dire, affecté ce musée dynamique à la Cour suprême, je disais que le temple de Thémis avait pris le temple de Vénus. Parce que quand même, ce temple n'est pas le temple de Vénus, de Thémis. Bon, bref,
il a eu à inviter des grands artistes comme Picasso, Chagall, Chazal, il ne faut pas les confondre, qui est encore Pierre Soulages, beaucoup d'artistes qui étaient les plus connus de cette période à travers le monde. Et tout ça, c'était pour donner un élan à l'art au Sénégal. Et ça a eu des répercussions positives quand même, qui jusqu'à présent ont donné d'ailleurs lieu à la création de la Biennale. La Biennale n'est pas née ex nihilo comme ça. Absolument. En fait, ce sont les gens de ma génération qui se sont battus pour créer cette Biennale que le monde nous envie et peut-être dont on va parler tout à l'heure. Mais je dois dire bonjour d'abord à cette merveilleuse personne qui est en face de moi, que j'ai eu à connaître sur une île. C'est fabuleux ça, sur l'île de Ngor. Elle était avec son mari qui était, comment dire, à l'ambassade de France ici. Et j'exposais, le magistrat Abdoulaye Seck, qui est un grand amateur d'art, m'avait prêté sa maison sur l'île de Ngor pour y faire une exposition. C'était pendant la Biennale de 2006. Et donc j'avais invité l'artiste Thialis Ley et un grand sculpteur qui est décédé maintenant, Tamsir Gueye, Tamsir Momar Gueye. Et c'est lors de cette expo que Madame Nicole Frossard va débarquer à l'expo. Et elle tomba amoureuse d'une de mes toiles. Elle était accompagnée de son mari. Je les revois encore, je gardais ces images dans ma tête, regarder un tableau et Nicole, qui était tombée amoureuse de ce tableau, a dit à son mari, je ne bouge pas d'ici si vous n'achetez pas ce tableau. Et ce tableau, aujourd'hui, à chaque fois que je vais chez Nicole, je le retrouve sur ses murs. Donc, vous avez commencé à dire que c'est une personne qui accompagne la culture, surtout les artistes, les musiciens, les artistes peintres. J'en sais quelque chose. J'en suis un témoin, voilà, oculaire. Et donc, c'est un plaisir de partager ce plateau avec elle. Donc, merci Nicole. Mais parce que vous avez aussi du talent, parce que la critique d'art en Afrique, même en Europe, vous a publicité. Mais après votre génération, il y a eu la génération des Narilo, des Soli Cissé, et ensuite les Kiné Ao, Adamo Boy, etc. Et le bouillonnement artistique au Sénégal et en Afrique, dont vous êtes l'un des principaux artisans, effectivement, comme vous l'avez dit, a créé ce qu'on appelle la plus grande manifestation d'art en Afrique, la Biennale de l'art africain contemporain, qui a été créée en 1992 alors. Et depuis, il y a beaucoup de galeries. Et ensuite, le Village des Arts fait référence en termes de création et de production. Et quelle lecture faites-vous de la Biennale? Donc, son importance et aussi ce qu'il faut rectifier. Je pense que cette Biennale, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer, comme on dit. Cette Biennale que le monde entier nous envie. Et tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un qui me dit, mais pourquoi je vois toujours une soixantaine, des dizaines d'artistes invités à la Biennale, alors que le pays organisateur, le Sénégal, n'est représenté que par 2 ou 3 artistes, un peu le mangam teleidek, comme disent les Wolofs. Effectivement, ça c'est, je pense, une chose qu'il faudra un peu corriger. Ça c'est une aberration. Parce que tout à l'heure, quand on me disait qu'au Massa, les Ivoiriens sont bien représentés. Absolument. Le mois de la photo à Bamako, les photographes maliens sont bien représentés. Absolument. Le FESPACO, les à Ouagadougou, les cinéastes burkinabés sont bien. Mais à Dakar, à la Biennale, c'est dommage. Et en fait, à la limite, c'est même pas très grave qu'on ait 3 ou 4, parce que l'esprit que doit revêtir la Biennale, c'est d'inviter le monde à se retrouver à Dakar. Mais quand même sans s'oublier. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que les organisateurs, je crois, ne comprennent pas. C'est qu'il y a un marché international de l'art qui fonctionne surtout sur les prix, les lauréats,
comment dire, les prix que gagnent les lauréats des grandes biennales qui sont considérées à travers le monde. Ça les fait entrer dans le marché international. Ils ont une cote. Et nous, les organisateurs, on est les grands oubliés. Et donc, les artistes maliens, ivoiriens, burkinabés, montent en côte, se font représenter très bien à travers le monde, et que les artistes sénégalais, quand même, qui ne sont pas en reste dans l'œuvre de construction de ce que nous voyons en art à travers l'Afrique, et laisser en rade ces artistes parce qu'ils ne sont pas primés. Bon, on ne fait pas de l'art pour avoir des diplômes ou être lauréat de quoi que ce soit, mais quand même ça a un impact dans la promotion, dans l'estimulation des artistes et de l'art. Et donc, il ne faut pas le minimiser, c'est important. L'autre chose, c'est qu'on doit donner à cette biennale un contenu. Que ce soit la biennale de Venise, de Sao Paulo, machin, tout ça, un impact économique. Et ce n'est pas pour rien qu'elle s'appelle Biennale de Venise, parce que la ville de Venise s'implique dans la biennale. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle la Biennale de Sao Paulo, parce que la ville de Sao Paulo s'implique. Mais la ville de Dakar, elle ne s'implique pas dans la Biennale de Dakar. On devrait revoir même cette appellation de Biennale de Dakar, parce qu'on n'y voit pas la ville de Dakar. Absolument. On ne voit pas la ville de Dakar dans l'organisation ni financière, ni matérielle de la Biennale. Et donc, il faut un peu les secouer. D'autre part, c'est fini ces manifestations de privilèges. On ne peut pas être un peuple, un pays pauvre, qui n'a rien, où les gens mangent un repas par jour et qu'on prenne 2 milliards et qu'on alloue à une manifestation qui ne rapporte rien sur le plan économique. Il faut arrêter ça. Les biennales ont des aspects, des impacts plutôt économiques. Ce n'est pas tout simplement l'art pour l'art. C'est un peu plus de saison, cette démarche. Donc, on invite des gens, on fait des expositions, c'est vrai, on donne des prix, et après, on applaudit, on dit on a réussi. Je pense que nous avons réussi. Donc, il doit y avoir une refondation de la biennale, du point de vue de son contenu, du point de vue de son orientation. Pour que l'art africain prenne une importance à travers le monde, il faut que cette biennale de Dakar soit le support, la plateforme qui met en valeur les artistes. C'est pas tout simplement, c'est très simple d'organiser une exposition et après s'applaudir, après avoir bu une centaine de litres de champagne et dire qu'on a réussi. Il faut donner comment dire, un impact artistique et parallèlement économique à cette biennale pour que le monde nous regarde. Et arrêter aussi de singer les artistes occidentaux. Les artistes occidentaux, dans leur démarche, dans leur trajectoire, s'ils sont arrivés à l'art conceptuel, aux installations, à ces modes, ces tendances éphémères, c'est parce que leur trajectoire leur a amené là. Donc c'est normal. Quand on voit un artiste comme César, le grand sculpteur César, qui prend 1000 canettes de bière, les compresse et en fait un cube de 23 cm3, c'est parce qu'ils ont des préoccupations environnementales. Ils vivent dans une société de consommation. Donc, et ils ont horreur de la poubelle. Donc cet artiste répond aux préoccupations de sa société. Mais nous qui habitons une grosse poubelle, c'est pour ça que des fois dans la rue, quand je rencontre un tas de poubelles, je me dis, mais ça c'est quelque chose qu'on pourrait présenter à la Biennale et réussir à avoir le premier prix. Ce n'est pas, ça ne devrait pas, cette forme d'art, ces formes d'art. C'est vrai que nous ne pouvons pas vivre en autarcie, nous devons nous ouvrir aux autres souffles du monde, mais être fondamentalement ce que nous sommes d'abord, parce que nous avons un génie. Ce n'est pas pour rien que nous avons bouleversé l'art occidental, l'art mondial, que ce soit toutes les disciplines artistiques, musique, art plastique, théâtre, danse. C'est quand Picasso a rencontré la statuette négro-africaine que le monde de l'art a pris une autre trajectoire. Et depuis cet événement du cubisme, toutes les autres disciplines artistiques ont repris, parce que c'était un esprit. Et nous, quand on me dit, M. Zoulou, vous ressemblez à Picasso, je dis, mais Picasso a rencontré ou a aperçu
l'art nègre. Moi, l'art nègre, je l'ai dans mon ADN. Oui, je ne pouvais pas faire autrement que ce que je fais aujourd'hui. Oui. Zoulou, l'Afrique vous a célébré. L'Afrique a célébré les 50 ans de carrière artistique de Zoulou Mbaye. Et avec l'appui du Maroc, je vais même lire l'adresse que le roi du Maroc a faite à votre endroit. Il dit c'est une adresse qui date du 9 février 2024. Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, vous écrit: nous vous remercions de nous avoir aimablement fait parvenir un exemplaire de votre livre intitulé L'Afrique célèbre Zoulou Mbaye. Nous vous félicitons pour la publication de cet ouvrage à l'occasion de la commémoration de vos 50 ans de carrière d'artiste. Votre travail contribue à l'enrichissement du paysage de l'art africain contemporain. Avec l'assurance de notre haute sollicitude, Mohamed VI, roi du Maroc, Rabat, le 9 février 2024. Mais Zoulou Mbaye, quel éloge! Mais oui, quel honneur. Vous avez eu à rencontrer le roi du Maroc? À plusieurs reprises. Comment? À plusieurs reprises. La première fois, c'était en novembre 2016. À l'époque, j'étais président du village des arts de Dakar. Et j'étais devant mon atelier et je vois entrer dans le village des grosses bolides, des hammers, comme on dit. Je me dis, mais qui ça doit être ce visiteur? Et j'ai commencé à compter. 1, 2, jusqu'à 8. Je me dis, mais écoute, Zoulou, tu es le président du village des arts. Ne te pose pas des questions, va voir qui c'est. Et donc, je me lève et je me dirigeais vers... ils allaient vers la galerie. La galerie se trouve au centre du village. Et quand j'allais vers eux, je voyais que tout le monde descendait de voiture et convergeait autour de quelqu'un. Mais ce quelqu'un avait une chemise en fleurs, un pantalon jean, un chapeau et des bottes. Quand je me dis, ça doit être le big boss. Je me dirige vers lui, je le salue, je me présente, Zoulou, président du village des arts. Vous venez, monsieur, pour visiter le village des arts? Il me dit oui, en souriant. Je ne savais pas qui c'était. Alors les Marocains m'ont dit, après quand je suis allé au Maroc, Zoulou, on n'a pas eu t'égorger, comment tu peux appeler Sa Majesté, monsieur? Et ce n'est que... Alors je commençais à lui faire visiter le village. Et on entre dans un atelier. Moi, quand j'entre avec un visiteur dans un atelier, je présente l'artiste et je le mets à la porte. Et quand je suis sorti de l'atelier, il y avait un Sénégalais qui ressemblait à un garde du corps, avec une corpulence vraiment considérable. Je lui dis, monsieur, mais qui c'est? Et lui était étonné parce qu'il m'a entendu me présenter comme le président du village et je n'étais pas au courant de la visite de ce hôte qui était Sa Majesté, le roi du Maroc. Il me dit, mais monsieur, c'est le roi du Maroc. Je dis, quoi? Il me dit, mais c'est le roi du Maroc. Ah bon? Bon, donc moi qui n'ai jamais parlé à un roi, vous pouvez vous figurer aisément comment j'étais. Je me confondais, votre Altesse, votre Majesté, Sa Majesté. Je ne m'en sortais pas et il souriait. Il savait que ce monsieur n'a jamais parlé à un roi. Mais j'ai trouvé un homme simple, ouvert, qui me rassurait, qui me montrait qu'il n'y a pas de blême. Je suis le roi Mohamed VI. Hein. Alors, comme moi aussi, Zoulou, tout le monde sait que j'ai du toupet. Moi, je suis plus à l'aise avec les présidents de la République, les rois, que les plantons. Et donc, pendant 2 jours, j'ai eu à le conduire dans les ateliers des artistes. Et en 2 jours, figurez-vous, il a acheté 144 pièces au village des arts. Ah. Parce qu'il est venu un jeudi après-midi, à 18h, il me dit, chez Zoulou, je suis fatigué, je rentre à l'hôtel, mais je vais revenir demain, vendredi, après la prière. Et à ce moment, on n'avait fait que la moitié du village. Et le bruit avait déjà couru à travers tout le village que c'était le roi du Maroc. Et il achetait des tableaux comme il achetait des bouts de pain à la boulangerie, quoi. Et donc, ceux qui attendaient dans leurs ateliers et qui n'avaient pas vu arriver le roi commencent à dire, mais c'est Zoulou qui l'a fait traîner. Alors, tu vois, tout ça sur mon dos. Je me suis dit, mais s'il ne revient pas demain, comment je vais être?
Mais je me dis, d'ailleurs, les Marocains m'ont dit quand je racontais ça au Maroc, Monsieur Zoulou, un roi ne mange jamais. Et donc, le vendredi, après la prière, à 15 h, je suis devant mon atelier, mon téléphone sonne, on m'annonce, Monsieur Zoulou, Sa Majesté arrive. Et c'est comme ça qu'on va faire le reste du village. C'était mon premier contact avec le roi. C'était en novembre 2016 et en mars, donc 5 mois après, en mars 2017, je suis dans mon atelier, je reçois un coup de fil. Je vois c'est 212, je ne savais même pas l'indicatif du Maroc. Une voix me dit, vous êtes Monsieur Zoulou Mbaye? Je dis oui, je me dis, je vous appelle du palais royal du Maroc. Ah bon, monsieur, à quel sujet? Ah, monsieur, on m'a demandé de vérifier si c'est bien vous, la bonne personne. Je dis, mais monsieur, il me dit, monsieur, je ne peux rien vous dire d'autre. Je dis, ok, d'accord. Le surlendemain, une voix féminine, une femme, donc, m'appelle pour me dire, monsieur, je vais vous envoyer une adresse email et nous vous demandons d'envoyer votre passeport. Je dis, mais ça doit être une invitation. Je dis, mais madame, c'est à quel sujet? Ah, monsieur, on m'a demandé de vous transmettre le message. Et donc, on m'envoie mon billet. Je vais partir le jour J sans savoir. Mais pourquoi? En tout cas, c'est le palais qui m'invitait. Mais je n'imaginais pas le roi. Je descends à Rabat, on m'amène à l'hôtel. J'arrive la nuit, on m'amène à l'hôtel. Un général vient me voir, monsieur Mbaye, je viens du palais royal. Vous êtes bien arrivé, vous avez fait bon voyage. Demain matin, quelqu'un va venir vous prendre à 9 h. Donc, le lendemain, on sonne dans ma chambre, je descends. Un monsieur me dit, je suis votre chauffeur, je vous amène au musée Mohamed VI. Ce n'est qu'à ce moment précis que j'ai su que j'étais invité par le roi et que c'était dans le cadre d'une exposition Afrique majuscule qui se tenait dans le musée qui porte son nom, le musée d'art contemporain Mohamed VI de Rabat. Et c'est là où une belle histoire va commencer avec ce roi. Parce qu'après mon séjour, je rentre à Dakar. Un samedi, le mardi, 4 jours après, je reçois un autre coup de fil du Maroc, du palais. Monsieur, Sa Majesté vous invite au festival Morazine et vous pouvez venir avec votre épouse. Et donc, c'est le second voyage que je vais faire, cette fois-là, avec mon épouse. Et c'est dans ces entrefaites que je vais connaître. Est-ce que vous avez qu'une seule épouse? J'en ai 2. Mais c'est comme si vous saviez. C'est comme si notre vous saviez. Notre président a des épouses. Parce que la personne qui m'a appelé a rigolé. Elle me dit, si vous êtes marié, vous pouvez venir avec votre épouse. Je lui dis, monsieur, attendez, je ne peux pas vous répondre là parce que j'ai 2 épouses. Et il faut que je vois diplomatiquement avec qui voyager. Et donc, c'est dans ces entrefaites que je vais connaître. Comment dire, l'entourage de Sa Majesté. Et quand tu as décidé de célébrer tes 50 ans, quelles ont été les activités? J'y arrive parce que le Maroc, comme vous venez de le dire, est l'un des 2 partenaires que j'ai eus qui ont subventionné financièrement ce cinquantenaire, la célébration ou la commémoration plutôt de mes 50 ans de pratique artistique. Et donc, je disais que dans ces entrefaites, je vais connaître M. Mehdi Khodbi, qui est le président de la Fondation des musées du Maroc et médiateur culturel du roi. En fait, les 2 premières fois que je suis allé au Maroc sous invitation du roi, c'est lui qui m'a reçu, c'est lui qui m'a accueilli, c'est lui qui m'a accompagné. Et aussi, je vais connaître Mohamed Metral, son Excellence Metral, qui est le directeur de la coopération internationale du Maroc, qui va me confier des projets dans lesquels je vais amener des artistes au Maroc pendant des mois et travailler sur des sujets comme le dialogue nord-sud, très cher à Sa Majesté. Parce que moi, les gens me disent, mais on vous voit maintenant avec les présidents, les rois, les machins, mais il faut savoir que dire je suis apolitique, ce n'est pas vrai. Parce que ce que les gens ne savent pas ou ignorent, il faut dire, c'est que l'artiste est le premier politique. L'acte créatif, le premier acte de liberté. Les artistes aujourd'hui, et je vais entrer dans ce domaine, parce qu'ils pensent que c'est en jouant aux révolutionnaires, machin truc, en écrivant des pancartes. Ça, on les laisse à la presse, aux journalistes, reporters, machin truc.
Ce n'est pas le chemin que doivent prendre les artistes. Aujourd'hui, on voit que les artistes font des vidéos, parlent de la politique, Macky Sall n'est pas bon, Sonko est les meilleurs, machin truc. Moi, je n'entre pas dans ces considérations politiques. Je sais que mon attitude, mon comportement quotidien, mon art, en tout, fait de moi un homme politique. Et c'est ça la politique de l'artiste. Le reste des journalistes comme vous, avec vos caméras, vous pouvez en parler plus que l'artiste. L'artiste, on lui demande autre chose. On ne lui demande rien d'ailleurs. Mais il a quelque chose à sortir de lui, à montrer, à proposer, et qui touche plus l'âme que l'autre chose. Nous, notre, objectif doit être de toucher l'âme des êtres humains. Et le reste, on le laisse. Il y a d'autres gens qui s'en occupent, dont c'est le rôle. Mais l'artiste, c'est l'homme qui propose de la beauté. C'est l'homme qui réveille ce qu'il y a d'humain chez l'individu. Absolument. Et c'est ça, moi, le rôle que je donne à l'artiste. C'est pour ça que je ne suis d'aucun bord politique, d'une manière politicienne, mais je suis un véritable politique. Et mes œuvres, parce que l'artiste n'est politique qu'à travers ses œuvres. Ce n'est pas sur le champ des batailles, dans les défilés, ou avoir une carte de parti dans sa poche. Ça, je le laisse aux politiciens. Moi, je suis un politique. Oui. Et c'est bien dit, vraiment, c'est pertinent. Et on rappelle que pour introduire Madame Nicole Frossard, la commémoration des 50 ans de votre pratique artistique a connu des rencontres thématiques et aussi une grande exposition où vous avez invité des artistes. Et Nicole Frossard, vous étiez dans le comité d'organisation. Hein? Parlez-nous un peu de cette commémoration. Et je pense que l'exposition, il y a eu 2 expositions au musée Théodore Monod et à l'espace Véma, et sans compter les rencontres sur le rôle de l'art entre les peuples. Absolument. Bon, j'ai participé modestement à cette organisation, mais d'abord je voudrais féliciter Zulumbaï pour la qualité et de son travail et de sa réflexion, de ses réflexions, parce que je crois que précisément il est quelqu'un d'assez exceptionnel dans le milieu de l'art, parce qu'il est quelqu'un d'extrêmement complet, qui est capable de faire des analyses, de faire des synthèses, et ça c'est quand même tout à fait remarquable. Alors en ce qui concerne cette manifestation, je dois dire qu'elle était impressionnante. Elle était impressionnante par sa diversité, elle était impressionnante par le nombre et la qualité des invités, des invités artistes qui se sont présentés pendant cette exposition. On a connu quelques frémissements en attendant les tableaux, notamment de nos amis marocains. Nous avons passé quelques heures à l'aéroport pour les sortir. Et on a tremblé parce que je crois que peut-être à minuit encore, on était sur le pied de guerre à la douane pour essayer de faire sortir les tableaux. Donc ça, ce sont des choses dont on devra parler parce qu'effectivement, quand on organise ce genre de manifestation et qu'on se heurte à des problèmes de ce type, c'est un petit peu difficile à gérer. Et je crois que là, il faudrait travailler un peu en collaboration avec tous ceux qui ont besoin de participer à l'arrivée d'une telle manifestation. Par exemple, la douane. Bon. En ce qui concerne, pour revenir à l'organisation, bon, je crois que à la fois la qualité des artistes, la manière dont les choses se sont passées, on peut dire que c'était vraiment une très belle réussite. L'ambassadeur du Maroc a été extrêmement présent et nous devons vraiment l'en remercier. Et au cours de la manifestation, d'ailleurs, il a dit et redit à quel point il espérait que cette manifestation ne serait qu'un début. Il avait déjà en tête des projets sur lesquels il avait envie que le Sénégal travaille. Donc, je crois que c'est ce qu'on peut dire. Et donc cette manifestation a dégagé des perspectives. Pour revenir à cette manifestation, votre ouverture d'esprit vous a poussé à inviter d'autres artistes sénégalais, africains, en plus des artistes marocains. Alors ça, ce projet m'a apporté
quelque chose dont j'ai toujours rêvé. C'était regrouper des collègues de l'Afrique entière. Et j'ai eu la possibilité d'inviter 11 artistes, 11 pays africains, dont le Maroc qui était pays invité d'honneur. Aussi, c'est la coopération marocaine qui a financé une partie de ce projet. Et je ne peux pas passer sans remercier quelqu'un, son Excellence le Président Macky Sall, à qui je suis allé présenter le projet et qui m'a dit, Monsieur Zulum Mbaye, je suis avec vous. Et si cette manifestation a abouti d'une manière véritablement excellente, extraordinaire, c'est grâce à ce coup de pouce de Sa Majesté Mohamed VI, mais aussi de son Excellence le Président de la République Macky Sall. Et notre histoire ne va pas s'arrêter là, parce que je considère qu'il faut que les présidents reprennent cette formule de Senghor. Voyage avec les artistes. Ça permet aux artistes, comme on voyagerait avec des industriels. Ouais. Quand Macron vient à Dakar, il vient avec une pléiade d'industriels. Oui, pourquoi les présidents sénégalais ne viendraient pas, ne voyageraient pas avec des industriels ou des artistes? Et là, je profite de l'occasion pour féliciter d'abord le président, son Excellence, Bassirou Diomaye Faye. Nous attendons beaucoup de lui ce matin. J'ai lu ce matin, je n'ai jamais appris ça, qu'il était un littéraire, qu'il a produit des œuvres. C'est dans Internet. Hein. Et donc, je me dis, mais c'est un homme de culture que nous avons. Eh bien, la culture l'attend, les bras ouverts. Sa famille, donc, l'attend. Parallèlement à sa politique, à sa quête de réussite économique, politique, diplomatique, qu'il n'oublie pas le volet culturel. Parce que si on a connu le Sénégal à travers le monde, c'est grâce à sa culture. Et, comme Senghor le disait, comme la culture est au début et à la fin de tout développement, il ne faudrait pas qu'il laisse en rade la culture. Et le village des arts que je dirige, parce que je prêche aussi pour ma chapelle, qui a été laissé depuis quelques années en rade, que ce village des arts qui est la vitrine artistique du Sénégal. Et c'est un village qui est composé de 54 ateliers d'art. Il faut féliciter le gouvernement sénégalais d'avoir créé ce village des arts. Je ne m'en cache pas, nous ne payons pas de loyer, nous ne payons pas d'électricité, nous ne payons pas d'eau. Mais ça, je suis allé dans plusieurs villages des arts du monde. Je connais Christiania de Copenhague, au Danemark. J'ai connu aussi le village des arts qui s'appelle la Rote Fabrique à Zurich, et d'autres villages des arts. À Laongo, avec mon ami Sri Kiki. Ils n'ont pas cette chance. Nous l'avons. Donc, je pense qu'il faudrait... C'est vrai, l'État a fait, mais il faut qu'il qu'il ne nous oublie pas, parce que ça ne suffit pas de payer l'eau et l'électricité. Il faut que cet art, qui a son importance... Moi, je dis toujours aux artistes du village des arts, vous pensez qu'un ministre peut apporter 1000 francs dans l'économie sénégalaise? Non. Ce sont nos impôts et machins qui payent le ministre. Mais toi, quand tu vends une toile à 1000 €, c'est une plus-value dans l'économie. Absolument. Donc, considère-toi que tu es important aussi, en dehors de ton acte artistique, que même sur le plan économique, tu es important. Absolument. Et le ministre ne sait pas les 25 francs avec lesquels tu payes ton café, ou tu les prends, toi, l'artiste. Mais dans les 25 francs qu'il utilise pour son café le matin, toi, l'artiste, tu y participes. Donc les artistes doivent savoir qui ils sont, vraiment savoir leur rôle dans la société, parce qu'ils sont porteurs, pas tout simplement des messages, mais aussi d'actions économiques, politiques, diplomatiques. Nous sommes des ambassadeurs de ce pays et mes démarches de ces dernières années le prouvent. Et donc, nous espérons que le nouveau président Bassirou Diomaye Faye vous entendra. Et il va tenir compte qu'il y a l'économie de l'art, et l'art a une fonction sociale, et l'art a une identité, et l'art est un facteur de développement. Tout à fait. Et je pense que
dans cette nouvelle politique culturelle, les nouvelles autorités vont tenir compte de cela. Mais Alassane, avant qu'on passe, oui. On est en plein dans l'art et, comment dire, la promotion, la politique de l'art. Oui. Pour la biennale prochaine qui va avoir lieu dans 1 mois et demi, oui. J'ai demandé... Au mois de mai dans quelques semaines, j'ai eu l'intelligence ou l'opportunité de parler à quelqu'un qui était proche du président Macky Sall, qui lui a dit que l'artiste Zulou Mbaye voudrait voyager avec vous pour aller à l'île de la Barbade. Vous savez, ces îles des Caraïbes, telles que la Barbade, les Antilles, la Jamaïque, la Guadeloupe, où j'ai passé décembre 2002, le passage le 31 décembre 2099 plutôt, pour passer à l'an 2000, ça m'a trouvé à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Ces pays ont un grand besoin de connaître leur terre-mère. Ce n'est pas pour rien que Aimé Césaire a créé Cahiers d'un retour au pays natal. Ces gens ont envie et ont besoin de revenir au pays, peut-être pas leur pays natal, mais leur terre-mère, où ses ancêtres sont nés. Et lors de la prochaine biennale, donc j'ai voyagé avec ce président qui m'a amené rencontrer les décideurs culturels barbadiens et je vais recevoir une bonne délégation d'officiels, mais surtout de 10 artistes barbadiens qui vont rencontrer les 52 artistes qui constituent les villages des arts de Dakar. Ah, c'est bien. Donc pendant la biennale, Zulou Mbaye va organiser un grand comme événement à chaque biennale, entre les artistes de la Barbade et les artistes du village des arts. Du village des arts. Si vraiment l'État sénégalais, comme suivent la volonté du président qui a beaucoup parlé de cette expo lors de son séjour à la Barbade, si les décideurs culturels sénégalais suivent, je pense que la Biennale est dans de bonnes dispositions pour accompagner ce projet, parce qu'il faut soutenir les artistes qui vendent le Sénégal, vendent dans tous les sens, sur le plan matériel, spirituel, diplomatique, économique. Je pense que ce n'est pas de l'argent jeté. Au contraire, ces artistes ne sont pas un reste dans l'œuvre de construction nationale et il faut leur donner leur part d'existence. Je pense qu'il y a la continuité de l'État. Je pense que l'État va accompagner. Il suffit également de réactualiser une correspondance pour parler. Mais je pense que M. Alioune Sow, notre ministre de la Culture, est au fait de ce projet. Et d'après lui, vraiment, le Sénégal va... Le 5 avril, tu auras un nouveau gouvernement. Oui. Voilà. Avec ce nouveau gouvernement, il faut... Et Zulou Mbaye, maintenant, quel est votre dernier message, votre mot, ce dont tu as envie de parler, et les perspectives de Zulou Mbaye, l'actualité de Zulou Mbaye? Mais j'ai pas mal de projets en perspective, en direction de plusieurs pays, dont essentiellement le Maroc. Parce que, d'ailleurs, je travaille avec une des plus importantes galeries du Maroc, la So Art Gallery de Casablanca. Et je suis très souvent invité au Maroc par l'Académie du Maroc, où je participe à des colloques. Je suis très impliqué dans le monde culturel, dans l'ambiance artistique marocaine. Mais tout simplement, et je vais le dire, parce que le Maroc est en train d'être une sorte de plateforme tournante des arts plastiques aujourd'hui. De la littérature aussi, du cinéma, mais je parle des arts plastiques que je maîtrise plus. Ce n'est pas pour rien que le Maroc me demande de les... Je suis invité en Guinée, par exemple, il y a 2 ans, 2 fois d'ailleurs, à des rencontres littéraires, artistiques. Mais c'est parce que ce pays a un soft power qu'il veut développer en Afrique. Et il y faut des éléments. Lors de mon voyage avec le président Macky Sall, je lui ai parlé de cette question. Il m'a reçu pendant 30, 40, je ne sais pas. On a beaucoup parlé même de nos 2 enfances. Lui à Fatick, moi à Niakhaté, derrière Thiès. Il m'a parlé de ces moments de chasse avec ses copains tout jeunes à l'école primaire, tout ça. Et je dis, vous avez des artistes, des hommes de culture, en tout cas dans presque tous les domaines,
qui peuvent booster les, comment dire, comment expliquer ça, les métiers dans lesquels ils sont. Et n'attendez pas que d'autres pays en profitent. Moi, je suis d'abord sénégalais avant d'être quoi que ce soit d'autre. Et j'aime mon pays, j'ai toujours travaillé pour mon pays, j'ai toujours porté en bandoulière mon pays. J'ai habité des années en France, des années en Belgique, des années en Allemagne. Et partout, c'est l'Afrique que j'ai représentée. Et je continue à le faire. Et je pense que c'est le moment aussi de profiter de cette expérience, d'en faire profiter mon pays. Et c'est ce que je suis en train de faire. Mais aussi, très souvent, je n'ai pas l'accompagnement qu'il faut parce que quand même, c'est des projets très souvent qui coûtent cher. Et c'est dommage que les subventions me viennent d'autres pays étrangers que chez moi, le Sénégal, pour lesquels je le fais. Ça, alors là, ça pourrait booster. Oui, ça pourrait booster. Et l'intervention du secteur privé, des entreprises, l'intervention du mécénat culturel également, et aussi l'intervention des collectionneurs et des amateurs d'art. Et c'est ça qui va booster le marché de l'art au Sénégal pour que les artistes puissent vivre de leur création. Merci beaucoup. Merci. Li-TV vous remercie. Remercie Zulou Mbaye, une des références d'art plastique au Sénégal et en Afrique, parce que l'Afrique, la publicité. Merci à Nicole Frossard, promotrice culturelle, entrepreneur culturel qui accompagne beaucoup de dynamiques culturelles. Merci beaucoup Abdourahmane Ngom, merci Pape Ndiaye d'assister à cette émission. Merci Babacar Diop, le directeur. À jeudi prochain.